L'importance de la mémoire pour les peuples est primordiale pour envisager leur avenir. Et surtout, à ce tournant très crucial et très décisif du pays, chaque Burkinabé doit s'abreuver à la source du passé, ce qui aura certainement un impact sur le Burkina Faso nouveau. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Patriotes d'Afrique, ce tribunal qui revisite l'histoire de nos gloires et nous dira si nous devons ou non emboîter leur pas. Le numéro d'aujourd'hui parle de l'ancien président nigérien Umaru Musa Yar'Adua, né le 16 août 1951 à Katsina et décédé le 5 mai 2010 à Abuja. Et pour en parler, nous avons en ce plateau professeur Sidiki Traoré. Il est enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur. Professeur Boulkindi Prosper Koulidiati, il est aussi enseignant-chercheur en littérature africaine à l'université Joseph Kizerbo, expert en diplomatie et relations internationales. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur. On parle de Musa Umaru Yar'Adua, il est nigérian, ancien président, bien sûr. Alors, ancien président, il est aussi enseignant chimiste, professeur Koulidiati. Dites-nous, comment l'homme est-il arrivé ou s'est-il retrouvé en politique? Eh bien, Yar'Adua, il est né déjà dans une région qui a une très forte influence politique sur le reste du Nigeria, à savoir la région du Nord et surtout la région de Katsina. C'est une région connue pour être abritée une forte culture musulmane. Or, le Nigeria, en grande partie, est un pays d'obédience musulmane. Et il y a aussi que l'homme est né dans une famille fortement politique. Il faut se rappeler déjà que son papa fait partie du gouvernement militaire qui devait gérer la transition nigériane autour des années 76. Et donc, l'intéressé, déjà, son papa était, si je ne m'abuse, vice-président de Olusegun Obasanjo. Je crois que son nom, c'est Sekou Yar'Adua, je crois bien. Son frère. Son frère. C'est son frère, Sekou Yar'Adua, pardon, autant pour moi. Mais son papa même était déjà un homme politique, influent d'ailleurs. Et donc, il a hérité d'une famille politique, influente sur le plan religieux, et tout ça va susciter en l'homme l'envie de se lancer aussi en politique. Sans compter aussi que c'est un homme d'affaires qui a aussi une certaine aura auprès donc des populations de sa région. Et il vous souviendra qu'il a été aussi gouverneur, on va y revenir de toute façon. Donc, il est arrivé en politique déjà naturellement, puisqu'il bénéficiait déjà d'une famille qui avait une certaine entrée en politique. Ça lui aura facilité un peu la tâche. Oui. Professeur Sidiki, Umaru Yar'Adua, comment s'est-il retrouvé en politique, lui qui était enseignant et chimiste? Oui, je pense que mon collègue l'a dit. En réalité, il est issu, en fait, d'une famille de nobles, donc de l'état de Katsina. Donc, et deuxième chose, c'est que son père était un grand homme politique. Il a été ministre, hein, son père. Évidemment. Voilà. Et à côté, son frère aîné maintenant, lui aussi, il a été un officier militaire de premier rang, chef d'état-major, et aussi un homme d'affaires et ami aussi intime d'un autre général qui deviendra aussi président du Nigeria, à savoir Olusegun Obasanjo. Donc on ne peut pas être côtoyé des gens qui occupent de très hautes fonctions dans l'administration politique. Donc on ne peut pas être fils d'un ancien ministre et frère cadet d'un gouverneur, d'un chef d'état-major de l'armée, et puis bon, ne pas être tenté aussi de s'engager en politique. Et je pense que c'est comme ça qu'il s'est retrouvé sur l'arène politique. D'accord. Alors, il s'est retrouvé sur l'arène politique et il devient aussi gouverneur de sa région, la région de Katsina. Oui. Dites-nous, comment s'est-il retrouvé gouverneur? Eh bien, ben voilà, les gouverneurs au niveau local, oui, parce que le Nigeria, c'est une fédération. Évidemment. Voilà, et donc, ce sont des États et chaque État a à sa tête un gouverneur. Donc, c'est le poste le plus en vue
pour quelqu'un qui veut mener de la politique, à commencer donc par son État, avant de viser donc les fonctions au niveau fédéral. Donc c'est comme ça, il va se présenter une première fois, et je pense en 93 par là, ça n'a pas marché. Après, il va encore se relancer en 99, où il va commencer à recruter donc des gens pour son parti, donc le parti du salut du peuple, le People's Redemption Party. Et c'est à partir de ce moment qu'il aura plus de chances donc, de devenir gouverneur. D'accord. Alors, professeur Kouliati, il a géré en tant que gouverneur 99-2007. Est-ce qu'on peut parler de sa gouvernance au sein, à la tête, bien sûr, de cette région de Katsina? Je crois que sa gouvernance aura facilité sa tâche pour son élection en tant que président de la République, parce que c'est un homme très droit, qui a une certaine orthodoxie en termes de gestion, qui met de la rigueur et qui est un fervent défenseur des causes des faibles. Ça aura attiré l'attention sur sa volonté ferme de bien gérer la chose publique. Et il vous souviendra aussi qu'il a réalisé déjà des prouesses en luttant contre la corruption. Le Nigeria, c'est un vaste, c'est un pays, on le sait très bien, très corrompu. Et Yaradua, dans sa gestion du pouvoir local, a réussi à s'imposer une certaine rigueur dans la gestion économique, et il a relancé l'économie de la région qui était pratiquement en lambeaux. Et il a réussi aussi à redresser la gouvernance publique dans l'administration publique. Donc, c'est une région qu'il a réussi à redresser sur le plan économique, sur le plan de la gouvernance publique, politique de manière générale. Et ça a amené les Nigérians et surtout les gens de sa région à lui accorder une certaine aura. Et c'est ça qui l'aura propulsé, je vais dire quoi, c'est ça qui aura fait sa publicité politique. Et donc, il devient plus tard président. Il devient bien sûr plus tard président, on en reparlera. Oui. Mais il faudra aussi ajouter un élément culturel très important. La région de Katsi est fondée sur une tradition culturelle très rigoureuse. Et c'est l'une des régions où déjà, dans l'Antiquité, je ne dirais pas dans l'Antiquité, autour du Xe siècle, il y a une loi culturelle qui a été votée qui favorise, ou en tout cas qui instaure l'exécution publique d'un chef traditionnel qui aura trahi, qui aura été pris la main dans le sac pour faire de corruption, de trahison. Donc, c'est une région culturellement très, je vais dire, islamique, certainement, mais aussi qui a une culture de la bonne gouvernance politique, économique, sociale, culturelle et religieuse. C'est d'ailleurs pour ça, je crois, qu'il a rapidement instauré la charia, pour montrer qu'il est un peu, bon, quoi qu'on puisse avoir beaucoup à redire, la charia, ce n'est pas forcément, ce n'est pas mauvais en soi. C'est une façon de, il y a des aspects de la charia qui peuvent être reprochables et tout ça. Mais là, il visait plutôt à redresser une société presque corrompue, des mœurs légères, et il a réussi. Et c'est tant mieux. D'accord. Alors, le professeur Sidiki, professeur Kouliati a dit sa gestion à la tête de son État, le Katsina. Est-ce que vous pensez la même chose? Lui qui a été élu en 1999, réélu également en 2003. Oui, non, mais c'est juste, hein. Mais pour être très précis, il faut comprendre que, voilà, quand Yaradua est arrivé, donc en 8 ans de gouvernance, donc à la tête de l'État du Katsina, il a réussi à éponger l'énorme dette que lui avaient laissé ses prédécesseurs. Et mieux, quand il quittait la tête de l'État de Katsina, les caisses de l'État avaient été renflouées d'environ 50 millions de dollars. Ce sont des choses qu'on peut vérifier. Donc ça, c'est quelque chose déjà, en fait, qui pèse lourd dans la balance pour quelqu'un qui veut aller au-delà de la fonction qu'il occupe au niveau local.
Et l'autre aspect, c'est que pendant toute sa gouvernance, c'est l'un des dirigeants politiques du Nigeria et donc qui voyageait très peu. Les voyages de luxe dans les pays occidentaux, etc., lui, il n'en faisait pratiquement. Et donc ça a beaucoup joué aussi dans la perception populaire, voilà, de quel homme vraiment reste au sein de l'État dont il a la charge et qui s'occupe prioritairement de régler ses problèmes. Pour le reste, c'est sa rigueur et son intransigeance envers ceux qui auront fauté là qui va faire le reste du travail. Alors, il y a le professeur Kuliati qui le disait, même si pour lui, c'est un peu relatif, comment est-ce que vous appréciez le fait qu'il instaure la charia au sein d'un État qui dit, c'est vrai que c'est un État hautement islamique, avec la rigueur qu'on lui reconnaît, mais pourquoi instaurer la charia dans un tel État? D'abord, c'est pour des facteurs historiques et culturels. Le collègue l'a dit, par le passé, c'est la tradition. Mais c'est vrai, par la suite, il y a eu un certain brassage, un certain métissage qui fait que, bon, vouloir imposer la charia dans un État où, en plus des populations autochtones majoritairement donc islamisées, il y a des populations d'autres religions ou d'autres cultures qui sont là. Voilà, donc il y a le facteur donc historique, il y a le facteur culturel aussi. Alors le nord du Nigeria est connu pour être vraiment voilà, la région qui a souvent fourni de grands chefs religieux par le passé. On peut parler par exemple d'Ousmane Dan Fodio. Donc que pour quelqu'un qui voit à ses anciens leaders religieux des modèles, c'est tout à fait normal qu'il le fasse. Et bon, peut-être on aura l'occasion de revenir dessus, mais déjà, il ne faut pas aussi exclure l'influence étrangère. Parce qu'il faut rappeler que Yaradua, c'est un peu l'un, au Nigeria, on les appelle les Fulani, et pas un Hausa, et ils ont toujours eu des acquaintances avec certaines monarchies du Golfe, notamment le Qatar, les Émirats arabes unis, et comment dire, le Koweït et l'Arabie saoudite, et il n'est pas exclu qu'il y ait eu ces ingérences parce que pendant longtemps, les fonds qui alimentaient donc les chefs religieux dans cette religion-là, beaucoup de ces fonds provenaient donc de ces monarchies-là. Et on le verra quand il va être malade pendant plusieurs années. Une seule fois, il se rendra dans aucun pays occidental parce que déjà, les Occidentaux voyaient d'un très mauvais œil qu'il ait donc mis en place la charia qui était synonyme de bannissement de la culture occidentale, du recul de l'occidentalisation de cette partie du Nigeria. D'accord. Voilà. Alors, professeur Kuliati, je vous pose la même question, c'est vrai, vous en avez parlé tout à l'heure. Pensez-vous que le fait d'instaurer la charia dans son État, c'est peut-être une bonne chose ou non? Oui, en fait, pour nous qui ne sommes pas, qui sommes un peu loin des traditions musulmanes, on pourrait peut-être penser que la charia a ses aspects fondamentalement mauvais. Mais des gens qui épousent, des peuples qui épousent cette idéologie, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'ils la pratiquent, pourvu que ça ne bascule pas dans une certaine dérive. Et si c'est leur culture, qui serait-ce pour dire que ce n'est pas bien pour eux? C'est un peu la querelle qu'on faisait aux talibans de l'Afghanistan. On dit non, ce n'est pas démocratique de régner sur la charia, le Coran. Il faut qu'on change. Les gars, on les a forcés à abandonner et à les chasser pratiquement du pouvoir, mais on a beau chasser le naturel, il revient au galop. C'est un choix culturel, religieux qu'il faut respecter, à mon avis. Et je n'ai rien contre le fait qu'il ait instauré la charia. Moi, je m'intéresse plutôt à sa gestion en tant qu'homme politique. Et surtout au happy end qu'il a eu à avoir au niveau de la gestion du pouvoir local. C'est ce qu'il a fait sur le plan politique qui m'intéresse trop, moins que la charia qu'il a instaurée. Mais jusqu'à présent, l'état de Kano est toujours sous ce régime de la charia. Katsina, même Kano. Même la région de Kana est toujours sous la charia. Donc c'est leur choix et bon, on ne fait que le respecter. Pourvu que ça fasse consensus
et que ça propulse le développement, c'est le plus important. Bon, le collègue l'a dit, maintenant, sous l'œil de l'occidental, on dira que la charia, bon, tout est mauvais, on coupe la main des gens, on fouette les gens. Bon, quand on regarde, on juge la charia sur cet aspect, on dira peut-être que c'est mauvais. Mais ça, c'est l'œil de l'étranger qui juge. Mais ceux qui sont à l'intérieur, ça leur plaît. Sur le plan religieux, culturel et culturel aussi, ça permet à tout le monde de se plier aux différentes décisions. Bien sûr. En fait, on a besoin de rigueur quelquefois. Même la rigueur, d'où qu'elle vienne, si c'est pour vraiment propulser le développement, moi, je n'y vois pas d'inconvénient en toute sincérité. Donc, c'est leur choix. Et moi, ça ne me pose pas de problème en tant que tel. Alors, on parle... Mais attendez là, parce qu'il y a quand même une chose qu'il faut préciser. Je ne doute pas de la bonne foi du président de Yaradua quand il était gouverneur et qu'il a institué la charia dans l'état de Katsina dont il était gouverneur. Le problème, c'est que à un moment donné, la situation, en fait, il va perdre le contrôle de la situation parce que c'est justement au nord du Nigeria que la secte Boko Haram va naître. Et lui, quand il était gouverneur, c'est sous son règne en tant que gouverneur que Boko Haram va naître. Donc en 2002. Et l'insurrection qui a causé beaucoup de morts dans cette partie du Nigeria là, c'était encore quand il était président donc, du Nigeria en 2009. Après donc la mort du fondateur de Boko Haram et Mohamed Youssouf. Et la querelle de succession a fait que chaque chef voulait s'imposer. Et donc, Aboubacar Shekau devait montrer de quoi il était capable. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, je peux dire que c'est très bien au départ, mais est-ce que lui pouvait imaginer qu'à un moment donné, il y a donc des gens de mauvaise foi qui pouvaient surfer sur cette fenêtre qui avait été ouverte pour dire, bon, voilà, la charia. Ben, on peut reprocher de chercher à imposer une culture islamique à tout le monde, mais c'est dans l'objectif d'une gestion rigoureuse. Mais il ne pouvait pas s'imaginer qu'à un moment donné, des gens de mauvaise foi puissent s'engouffrer dans cette fenêtre-là et donc créer le désordre et la désolation donc, qui va se poursuivre après. Moi, c'est ce qui me gêne. Donc, en conséquence, je dirais, avant de poser un acte, on peut être de bonne foi, mais parfois... également. Mais non, parfois, oui. Parfois, il y a des gens qui sont là, qui peuvent profiter de certaines de vos actions et puis, bon, développer d'autres initiatives qui vont venir après ternir voilà, votre idée de départ qui était pourtant noble. Il faut analyser les différentes facettes. C'est ça. Ouais. Monsieur Kouliati, alors, en 2007, Yaradua devient candidat de PDP. Comment est-ce que cette candidature a été perçue au sein même de son propre camp, du camp politique? Yaradua, sa gestion, sa gouvernance locale lui a permis d'avoir le vent en poupe. Déjà, de faire consensus au sein de son parti et de bénéficier du soutien de son frère et de sa famille politique. Et le collègue l'a dit tout à l'heure, avant même lorsqu'il s'est lancé en politique, il avait commencé par recruter des gens qui devaient adhérer à son parti initialement. Oui. Et donc, il a muté vers le parti présidentiel, mais en fait, c'est aussi sous les bonnes auspices de Olusegun Obasanjo que l'homme a été dépêché. Et Obasanjo qui a travaillé déjà avec son grand frère, on l'a cité tout à l'heure, Yaradua, oui. Voilà, qui connaît bien la rigueur de la famille, de la gestion de son frère déjà, qui voit aussi que lui, il a fait beaucoup pour la région du Katsina, et donc ça a facilité, il était déjà sur un boulevard ouvert vers la présidentielle. Et donc, il faut aussi tenir compte du baobab politique qu'est Olusegun Obasanjo. Je ne vois pas, on pourra peut-être y revenir, mais tous ceux qui ont bénéficié du soutien de ce baobab politique au Nigeria, Obasanjo. Oui, ils ont arraché quelque chose. Que ce soit au niveau local ou au niveau national, Obasanjo, c'est quelqu'un dont la voix porte sur le Nigeria. Et je crois que Yaradua était adossé à ce baobab politique qui lui a plutôt favorisé son ascension au pouvoir. Et donc, il avait déjà les racines au niveau régional
il ne s'agissait pour lui que de monter sur le plan national et avec Olusegun Obasanjo, ça lui a favorisé la tâche. Je voudrais dire que tous ces hommes qui ont connu ces genres de trajectoire arrivent très facilement au sommet. C'est-à-dire avoir une base déjà solide, c'est-à-dire aimé par sa localité. Ensuite, être aimé au niveau régional et faire du bon travail. Ça fait remarquer tout de suite les hommes politiques. Et lorsqu'on brandit ta région comme l'étendard du succès, eh bien, les gens vont s'accrocher à vous. Tu as toutes les facilités possibles. Tu as toutes les facilités, et surtout quand tu bénéficies d'un grand soutien d'un autre homme politique. Bon, comme c'est le cas de Yaradua, le chemin est bien balisé. Et comment cette candidature a été perçue par les acteurs politiques au sein même du camp PDP, Parti démocratique populaire? Il n'a pas été forcément aimé par son cercle, le cercle du PDP. PDP, pardon. Voilà. Il n'a pas forcément bénéficié du soutien de tout le monde, naturellement. Mais il avait déjà le grand soutien de Olusegun Obasanjo. Il y avait vraiment des camps qui s'y opposaient, naturellement. Mais même au niveau beaucoup plus large, sa candidature n'a pas fait l'unanimité. Il y a eu des oppositions et tout ça. Mais l'homme a des valeurs intrinsèques. Je crois que c'est ça qui a fait que, malgré les tourbillons qui ont entouré sa candidature, il a pu passer haut les mains. Et bon, quoique c'est son élection, son élection à la présidence a fait beaucoup de bruit, beaucoup de... On va y revenir. Oui. Mais en tous les cas, les oppositions ne l'ont pas empêché de briguer la magistrature suprême. Professeur Sidiki, l'homme, il arrive en politique et sous son mentor, il devient candidat. Comment est-ce que sa candidature a été perçue? Je vous pose la même question au sein même du camp PDP, Parti démocratique populaire. Alors, il faut d'abord rappeler que pour comprendre la chose, il y a les circonstances, il y a les alliances et les intrigues politiques, et il y a aussi la conjoncture politique. C'est-à-dire que le Nigeria, aujourd'hui, c'est un pays, il y a une clause non écrite qui veut que quand le président, pour se présenter aux élections, voilà, par exemple, après un président qui aura fait ses 2 mandats, il faut que tous les candidats, puisqu'ils se présentent en ticket, oui, président et vice-président, que tous les candidats soient, par exemple, du Sud, et pour les candidats à la présidence, et que leur vice-président soit du Nord. Et après 2 mandats, que ce soit l'inverse. Donc, l'année où Yaradua se présentait, tous les candidats à la présidence devaient être du Nord et leur vice-président, donc, du Sud. Mais ce qu'il faut comprendre, vous faites bien de poser cette question parce qu'au départ, Umaru Yaradua n'est pas un militant du PDP. Oui. Non, il avait son parti au départ. Mais ce qui va l'amener donc à être candidat, à se faire élire candidat du PDP pour la présidentielle là, c'est que Olusegun Obasanjo, qu'on présente comme un démocrate, bien sûr, vers la fin de son 2e mandat, en 2006 exactement, il a entrepris de modifier la Constitution pour se présenter de nouveau. Et c'est l'Assemblée, c'est le Parlement qui a retoqué donc, son désir de modifier la Constitution. Quand il a échoué donc, à faire modifier la Constitution, donc, et la fronde avait été organisée par le vice-président d'Obasanjo, à savoir Atiku Abubakar. Et donc, quand il a échoué pour se venger de son vice-président, Atiku Abubakar, qui était en quelque sorte le candidat naturel, en fait, du parti d'Obasanjo à la prochaine élection, donc lui, il a tout fait pour l'écarter, et donc ils ont même essayé de bloquer sa candidature, donc en l'accusant de corruption, etc. Heureusement pour Atiku Abubakar, donc voilà, la Cour suprême a statué sur l'affaire et a déclaré que donc sa candidature était bel et bien normale. Oui. Et c'est comme ça le désordre a été créé le temps qu'Atiku Abubakar en finisse avec ses problèmes à la justice et que bon, et beaucoup de gens avaient déjà quitté, c'était autour d'Obasanjo, ils ne pouvaient plus faire grand-chose. Et c'est comme ça que Yaradua, qui était en fait le frère cadet d'un général,
millionnaire qui était ami intime de Obasanjo s'est vu en quelque sorte imposer. L'élection, pour être le candidat du parti, évidemment, il y avait beaucoup de gens, mais au Nigeria, l'argent, ça fait quelque chose. Il y a la corruption qui est là. Hein, et c'est ce qui a fait que le monsieur là donc, a pu se retrouver donc, candidat du PDP au point de l'emporter. Et on le soulignera tout à l'heure. Cette élection-là avait été, vraiment, ça avait fait des gorges. Il y a eu des manifestations parce qu'on pensait à tort ou à raison qu'il y a eu des fraudes. Même parce qu'il y avait un ancien chef d'État. Donc, Mahamadou Bouhari, l'actuel... Le précédent. Oui, le précédent, lui, il avait déjà été président du Nigeria et il était candidat au compte du, du parti de tout le peuple, etc. Donc, pour battre un tel monsieur, de façon objective aussi, ce n'est pas une mince affaire, surtout que Bouhari n'avait pas laissé une piètre image quand il avait été chef de l'État. Et le troisième candidat, c'était Atikou Abubakar, qui était vice-président du pays pendant 8 ans. Et on annonce les résultats, on voit que voilà, Yaradua l'emporte avec quasiment 70% des voix, suivi d'un ancien président, un ancien général, Bouhari, avec 18%, et du vice-président Atikou Abubakar avec 7%. Bon, voilà en tout cas les données. Et il y a de quoi quand même se poser des questions. Hein. On va certainement poser la question, mais est-ce que sa candidature au sein même du PDP, est-ce que les mentors, les ténors même du parti ont reçu l'assentiment de sa candidature? Sa candidature a reçu l'assentiment de tout le parti? Non, mais comment ça s'est fait? Il n'y a pas à dire que sa candidature n'a pas reçu l'assentiment. N'importe qui va déposer sa candidature. Et maintenant, on va à l'élection, il y a des délégués. Et malheureusement, ce n'est pas un vote, voilà, ce n'est pas le suffrage universel. Ce sont des délégués donc, régionaux du parti qui vont élire leur candidat à l'élection présidentielle. Et donc, quand les gens sont présentés, dans beaucoup de pays, malheureusement, ça arrive. Voilà. Donc, et certainement, Obasanjo a pesé de tout son poids pour que, bon, en tout cas, la plupart des délégués sous qui il avait nommé de haut commis de l'État, donc soutiennent naturellement le candidat que lui il avait soutenu au détriment donc du vice-président qui avait tenté qui avait contrecarré sa volonté de modifier la constitution. C'est comme ça s'est passé. Voilà. Et on aurait pu parier que si en réalité Oumarou Yaradua se présentait pour le compte d'un autre parti et qu'Atikou Abubakar avait été le candidat du PDP pour avoir été vice-président donc du PDP et vice-président du Nigeria sous Obasanjo, les choses ne seraient pas passées comme ça. Et dans beaucoup de pays aussi, malheureusement, les circonstances, la conjoncture, les intrigues, ça joue aussi un rôle. Alors, professeur Koulidiati, pour bon nombre d'opposants, Oumarou Yaradua ne mérite pas d'être le président du Nigeria. Il ne mérite même pas d'être candidat. Je dirais, pour paraphraser donc les Écritures saintes, que la voie de la politique, elle est souvent insondable. Souvent, les favoris se retrouvent être dans le décor. Et la politique, c'est aussi ça. Il ne méritait pas d'être président, candidat d'abord, ensuite être président. Moi, je regarde d'abord les valeurs intrinsèques de l'homme, qui pourraient être des atouts majeurs pour faire l'unanimité ou en tout cas avoir l'assentiment de ceux qui connaissent un peu la gouvernance politique comme Olusegun Obasanjo. Je crois que c'est moins, c'est plutôt ce qu'il a réussi à faire en tant que gouverneur, la rigueur dans la gestion qu'il a eu à impulser au sommet de sa région, qui a été un déterminant assez important pour qu'il puisse être élu. Mais tout ce qui pourrait gravir autour de sa candidature, c'est vraiment des supputations. Mais il reste que l'homme a quand même posé des actes qui méritaient quand même qu'on prête attention à sa candidature. Je crois que c'est l'une des raisons, pour moi, qui ont prévalu à ce que l'ultime choix, il soit celui-là qui soit porté
comme candidat et élu comme président. C'est l'analyse que je puisse faire. Sinon, les intrigues politiques, les accointances politiques, partout ça existe. Mais généralement, c'est la valeur de l'homme qui prime à la dernière minute et quelquefois, c'est ça qui fait l'unanimité. Alors, une fois au pouvoir... Mais quand même, un détail là. Oui. Vous voyez, il ne méritait pas d'être président. Il y a tellement de cas, en fait. Vous prenez le Sénégal, le président actuel. Oui. C'est un président par défaut. Absolument. Oui, en Gambie, il y a eu un cas similaire. Hein. On avait enfermé le principal opposant, l'homme le plus populaire à l'époque sous Yaya Jammeh, Ousseini Darbo, qui était le chef du parti. Absolument. Et le candidat, le favori de l'élection. Mais on a monté des intrigues. Donc, pour l'enfermer, pour le mettre en prison. Et c'est en allant aux élections qu'ils ont choisi donc Adama Barrow, qui était le comptable du parti. Pour être, et il a battu, et lui, il avait dit qu'une fois qu'il arrive, il va donc le libérer, que bon, il ne se présenterait plus pour un autre mandat. Et après un mandat, ils sont maintenant à couteau tiré, lui et puis voilà son mentor. Et aux États-Unis, il s'en est fallu de très peu pour qu'un favori aussi, Donald Trump, ne soit pas candidat. Absolument. Donc, le hasard, là, ça existe et il faut... Une ligne n'est jamais toute tracée. Absolument. Il y a trop d'imprévus. En politique. Et donc, je pense que c'est ce que je disais au tout début en disant les circonstances et la conjoncture politique donc, sont toujours là pour jouer leur rôle. Professeur Koulibaly, quels étaient les défis qui se présentaient à Yaradua lorsqu'il arrivait au pouvoir en 2007? Il fallait s'attaquer déjà à la corruption endémique qui a toujours gangréné le Nigeria tel un cancer. C'est un pays qui est reconnu quand même dans la sous-région comme étant un pays qui pouvait décoller mieux que ça, mais qui est plutôt plongé dans la léthargie du fait de la corruption. C'était l'un des premiers défis, relever les défis économiques et surtout pacifier certaines zones qui étaient encore sous tension, comme le Delta, la région du Delta. Mais c'était autant de défis sur tous les plans, mais que Yaradua n'a pas eu suffisamment le temps d'essayer de redresser. Il n'a eu que quelques temps, 3 ans, hein, sauf qu'il traînait aussi, des maladies et tout ça. Mais les défis, c'était les défis communs à tous les pays africains. Lutter contre la corruption, redresser l'économie, assainir l'administration publique, pacifier les zones qui sont un peu en conflit. Le Delta était toujours sous feu. Il fallait peut-être chercher en quelque sorte à pacifier cette zone-là. Donc c'était des défis qui attendaient de ce président, mais qui souffraient quand même si au départ ça a été voilé. Mais c'était un président déjà grabataire, qui ne jouissait plus de toutes ses facultés sanitaires. Et donc, ça a dû jouer un peu sur le reste. Mais en tout cas, les défis tels que je l'ai présentés, c'est ce qu'il attendait. Professeur Sidiki, est-ce qu'il a pu relever ces défis-là, selon vous? Mais dès les premiers instants, il avait suscité beaucoup d'espoir. Parce que, effectivement, pour lui, il n'y avait pas lieu d'inventer la roue. Il s'agissait donc de faire la même chose qu'il avait fait quand il était gouverneur, c'est-à-dire en se comportant d'abord comme un modèle, avant maintenant de mettre tout le monde au pas en matière de gestion des finances publiques. C'est ce qu'il avait commencé à faire. Malheureusement, comme l'a relevé mon collègue Koulibaly, ben, il n'avait déjà plus assez le temps, ni la force à cause de la maladie. Et donc, dès 2009 déjà, avant même ça, il a commencé à s'absenter, parfois de longues semaines. Paraît-il même que pendant la campagne électorale, même il s'était absenté. Il s'était absenté à un moment donné, c'est juste. Bon, donc, qu'est-ce qu'il pouvait bien faire en ce moment? Il a pensé peut-être qu'il pourrait plus recouvrer la santé et puis faire correctement le travail. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, politiquement, économiquement, il n'a pas pu relever le défi. C'est ça, en fait. Et là, malheureusement, on ne peut pas lui en vouloir parce que là, avant d'avoir une bonne volonté de la mettre en œuvre, il faut jouir, il faut être en bonne santé. Et je pense que ce sont ces difficultés-là qui ont fait que, malheureusement, on n'a pas vu
son action qu'il avait menée au niveau de l'État de Katsina se poursuive au niveau fédéral. Mais il souffrait de quoi concrètement? C'est des problèmes. Officiellement, il souffrait de problèmes cardiaques. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est soigné, au point que, bon, finalement, et quand il est rentré d'Arabie Saoudite, je crois en 2009 déjà, il avait dû céder le pouvoir à son vice-président qui a assuré l'intérim pendant de nombreux mois. Et quand il est reparti, une deuxième fois, il est revenu. On était déjà en début 2010. Donc là, il est resté alité et puis bon, finalement, jusqu'à démissionner, oui, je crois, et puis bon, laisser le soin à son vice-président de diriger le pays. C'est après cela qu'il est décédé chez lui, donc à Katsina. Alors, professeur Koulibaly, on se pose une question, hein, pour un président qui connaissait déjà son état de santé, il savait que ça n'allait pas, ça n'allait pratiquement pas. Pendant les campagnes électorales, il a voyagé plusieurs fois pour se faire soigner. Étant même à la tête de l'État, il a aussi voyagé. Est-ce que ce n'était pas mieux, voilà, de laisser les choses aller, déjà au début, dire, bon, je ne peux pas, et puis on passe à autre chose? C'est une question qui mérite quand même d'être posée. Oui, la question mérite d'être posée. Peut-être c'est une tâche d'ombre qui a jalonné la vie politique de Yaradua. Mais il faudra aussi être très prudent en se disant que il était difficile pour ce candidat malade de se déclarer déjà mourant, alors qu'il pouvait aussi avoir espoir que la maladie n'allait pas l'emporter. Donc, on ne peut pas le juger sur le fait qu'il ne se sentait pas et que malgré tout, il s'est présenté comme candidat. Nous sommes des humains. On peut être malade, on peut aussi avoir espoir que les choses pourraient aller un jour. Je ne crois pas que si son état de santé à la fin de sa vie, s'il avait eu le même état au départ, je ne crois pas que l'homme se serait présenté. Mais au moment où il se présentait, je me dis qu'il avait l'espoir que les choses pourraient s'améliorer tôt ou tard. De toute façon, il aura eu jusqu'à 3 ans pour gouverner, même si ça a été jalonné d'absence de santé et tout ça. Mais aussi, c'est vrai, il n'a pas eu le temps, l'énergie nécessaire pour faire ce qu'il faisait déjà à la région. Mais pour autant, les 3 ans au pouvoir lui ont permis au moins de poser quelques actes naturellement pour son Nigeria. Donc, on peut pas, à mon avis, on ne peut pas lui en vouloir d'être malade. On ne peut pas lui en vouloir aussi de croire qu'il pouvait encore donner au Nigeria avec malgré qu'il était un peu souffrant. Mais je crois que c'est par la suite que les choses se sont dégringolées à une certaine vitesse. Mais bon, voilà, c'est ça aussi le destin. On peut le dire ainsi. Oui, une précision, il semblerait que, en fait, sa dernière, il a subi une intervention donc, au niveau du cœur en Arabie Saoudite et qu'en réalité, ça ne s'est pas bien passé. Ah. Voilà. Oui. Et c'est quand il est rentré là, il a tout de suite compris qu'il fallait mieux donc se retirer. Sinon, il n'est pas le seul. Hein. Le Mahamadou Bouhari, lui, c'était comme ça. Quand il est arrivé déjà, dès son premier mandat, lui aussi, il était malade. Il a passé le temps à se soigner aussi. Mais lui, il a eu la chance que avec le temps, sa santé s'est améliorée. Les opérations qu'il a subies, là, se sont plutôt bien passées. Donc, je pense qu'on ne peut pas lui en vouloir. De dire non, il n'a pas fait grand-chose bon, alors qu'il était malade. Une chose est sûre, est-ce que lui, il avait espoir, il se disait, bon, ma situation n'est pas encore désespérée. Et de toutes les façons, j'ai la possibilité de me soigner et de jouir d'une bonne santé pour la suite. Alors, quand il n'était pas là, il était en voyage pour se soigner. Comment se gérait le pouvoir? C'est son vice-président, Goodluck Jonathan, qui est devenu plus tard président. Et il faut signaler qu'une première fois, il a directement confié l'intérim du président de la Fédération du Nigeria à son vice-président, Goodluck Jonathan, pendant 4 mois. Et après, il est revenu, il a repris donc, ses fonctions de président, donc Goodluck Jonathan devenant vice-président.
Et c'est à la suite d'un autre voyage là pour aller se soigner, quand il est rentré maintenant, là, il faut rappeler, il a démissionné avant sa mort. Absolument. Il a démissionné. Oui, là aussi, il faut vraiment lui reconnaître. Ça aurait été quelqu'un, il serait resté alité pendant de nombreux mois, voire années, sans jamais démissionner. Et ça aurait paralysé. Mais là encore, je pense que c'est une certaine façon d'être honnête, de vouloir du bien de son pays, que de voir que véritablement, je suis dans une situation sanitaire très critique. Je n'ai pas espoir en tout cas de me relever de sitôt. Il vaut mieux démissionner pour laisser les coudées franches à mon vice-président de diriger le pays. C'est ce qu'il a fait. Je pense que c'est une très bonne chose. Beaucoup de gens devraient donc s'inspirer de son exemple quand ils sont malades à la tête. Il faut rapidement démissionner. Voilà. Mais dans quel contexte politique a-t-il laissé le Nigeria? Bon, en fait, il y avait déjà quand même de la stabilité. Hein. Il n'y avait pas eu de crise de succession. Et puis, de toutes les façons, on était quand même loin de l'élection. Ça a laissé le temps à son vice-président et à tout le monde de se positionner sans que cela n'occasionne des heurts, des violences. Le drame aurait été que cela se produise à quelques jours, hein, par exemple, d'une échéance électorale importante. Donc, de ce point de vue, on peut dire que son retrait et sa mort-là n'ont pas plongé le Nigeria dans un chaos et que ses successeurs et les autres protagonistes de la scène politique nigériane ont eu le temps donc, de se préparer pour la suite donc, du combat politique. Vous le pensez également? Oui, il n'a pas laissé un héritage politique chaotique. Bien au contraire, on a assisté à une fin politique plutôt heureuse pour le Nigeria. Et c'est ce qu'on souhaite. Ailleurs, les présidents décédés, mais l'acte qu'il a posé, le fait de démissionner avant sa mort, a désamorcé quelques bombes. Et s'il ne l'avait pas fait, ça aurait été plutôt grave. Ça allait susciter les appétits politiques. Et généralement, c'est ça qui est source de tension et de déstabilité. Donc, le fait de démissionner, on se dit, bon, on a la chance, chaque candidat se dit, ben, on a la chance de se préparer et tout. Il n'a pas laissé un vide, en fait. Le fait de démissionner, c'est de dire, bon, je vous remets la chose telle que je l'ai reçue, quitte à vous maintenant de gérer. Et ça aura laissé le temps à tout le monde de se préparer conséquemment, tout en laissant le vice-président de gérer le pays. Et ça, c'est très important. Les présidents qui meurent au pouvoir, les présidents qui meurent au pouvoir, je n'ai pas vu, en tout cas, sauf quelques rares exceptions, lorsqu'un président meurt au pouvoir, il laisse toujours un état politique chaotique. Et ça, c'est très dangereux. C'est à l'honneur de Yaradua de l'avoir fait avant de mourir. Alors, nous sommes donc maintenant arrivés à la question ultime de cette émission. Vous qui nous suivez tous les mardis sur la télévision panafricaine C360, lorsqu'on parle d'une figure au cours de cette émission, la dernière question, mérite-t-elle cette figure-là d'être ici au Panthéon des patriotes d'Afrique? La question sera posée à nos spécialistes en plateau, Professeur Kouliati. Eh bien, personnellement, je n'ai pas quelque chose à retenir fondamentalement contre Yaradua. Bien au contraire, je le félicite déjà pour ce qu'il a fait pour sa région. Et il a impacté cette région-là jusqu'à ce que les universités la plupart des universités lui sont très reconnaissantes. Et il ne mérite pas qu'on ne retienne quelque chose contre sa mémoire. Pour moi, c'est un patriote qui mérite d'être inscrit au Panthéon des patriotes d'Afrique, des gloires d'Afrique, pour ce qu'il a fait pour sa région et pour ce qu'il a fait pour son pays. Oui, alors je suis tout à fait d'accord de le considérer comme un patriote et on devrait honorer sa mémoire et surtout parler de lui comme quelqu'un qui est venu au pouvoir, qui n'a jamais cherché à s'enrichir et qui sait donc, qui a tâché avec toute l'énergie qu'il avait là de régler des problèmes dans l'état d'abord dont il a été gouverneur, le fait d'avoir assaini et contribué à l'expansion économique de cette région. Et quand il est devenu aussi président,
il n'a pas laissé de casserole et il a su aussi qu'est-ce qu'il fallait faire avec la maladie pour éviter que le chaos s'installe avec lui. Donc pour ça, je pense qu'on devrait tous l'honorer et l'élever au rang de patriote d'Afrique. Tout à fait normal donc d'élever Oumarou Moussa Yaradoua au rang de patriote d'Afrique. Vous qui nous suivez, vous savez donc ce qu'il faut faire lorsque cette personnalité est tissée au rang de patriote d'Afrique. Ça veut dire que nous méritons de suivre ses pas. Merci donc à vous qui nous avez suivis. Patriote d'Afrique d'aujourd'hui recevé par vous, professeur Sidiki Traoré, enseignant-chercheur à l'Université Joseph Kizerbo. Professeur, merci d'être venu. Merci beaucoup, monsieur. Professeur Boulkindi Prosper Koulidiati, il est aussi enseignant-chercheur à la littérature africaine à l'Université Joseph Kizerbo, expert en diplomatie et relations internationales. Professeur, merci également à vous d'être venu. Merci à vous aussi. Merci aussi à vous de nous avoir suivis depuis vos différentes positions. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien.